La vie intérieure, ce flux et reflux de sensations, pensées, ruminations, cette intranquillité permanente qui nous taraude et dont le poids est aussi décisif que celui de nos actes. Le panache, telle est la méthode cartésienne. Pour vivre bien, il faut vivre généreusement, d'une générosité qui s'exerce d'abord à l'égard de soi-même. Peu importe le chemin choisi, l'essentiel est de choisir, imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tant d'un côté tantôt que d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons. Si nous ne sommes pas maîtres du destin, nous le sommes de nous-mêmes, et de la façon dont nous accueillons ce qui survient. Si nous ne décidons pas des événements, nous décidons toutefois de l'importance que nous leur accordons, de leur coloration, triste, joyeuse, insoutenable ou encourageante. Telle est la version philosophique du verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre est ce qu'il est, à nous d'ajuster notre appréciation. Autrement dit, soignons nos jugements, et nos peurs disparaîtront. Le monde nous préexiste et nous survivra. Il impose à nos actes et à nos existences sa réalité et ses contraintes. Il est vrai que nous demeurons libres d'accepter et de refuser la vie. En l'acceptant, nous assumons les situations de fait. Notre corps, notre visage, nos manières d'être. Nous prenons nos responsabilités. Nous signons un contrat avec le monde et avec les hommes. Nous acceptons le réel et ce qu'il peut avoir pour nos désirs de frustrants et d'imprévisibles. À chacun de nos mots correspond un remède. La distinction entre mots du corps et mots de l'âme est artificielle. Tout ce qui altère le corps modifie l'âme, et réciproquement. Rien n'est jamais purement physique, rien ne concerne seulement le psychique. Le traitement philosophique de choc consiste à refuser toute excuse. Nous sommes totalement responsables de la vie que nous menons, parce que nous sommes entièrement libres. L'identité que nous confère notre statut social, la personnalité que notre caractère nous façonne, sont autant de fausses excuses, de prétextes à ne pas affronter notre liberté. Je ne suis rien d'autre que ma vie. Toute la réalité de ce que je suis s'exprime dans ce que je fais. Seul l'amour qui se manifeste est de l'amour. Seul le génie qui crée est un génie. Il n'y a pas de réalité en dehors des actions que l'on fait. Évidemment, cette pensée peut paraître dure à quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. Mais d'autre part, elle dispose les gens à comprendre que seule compte la réalité, que les rêves, les attentes, les espoirs permettent seulement de définir un homme comme rêve déçu, comme espoir avorté, comme attente inutile, c'est-à-dire que ça les définit en négatif et non en positif. La méthode Leibniz. Cette limite imposée à ma liberté et à mes choix ne doit pas m'empêcher d'apposer ma marque sur chacun de mes jours, voire chacune de mes heures. C'est par l'action que je parviens à faire mienne la vie qui m'est donnée de vivre. Telle est la solution proposée par Leibniz pour éviter la frustration. Il faut s'approprier le temps, rendre vivant, actif, chaque moment de son existence. Il faut non pas subir, mais bâtir, et ne laisser en friche, inemployé, aucun interstice de la journée. Non pas en multipliant les activités et les virevoltes, mais en faisant peu, avec beaucoup d'attention et de concentration, pierre après pierre. Agrandir la vie par les actions qu'on y accomplit, en bannir la fadeur et l'inertie. C'est à cette condition seulement que nous aurons des chances de mener une vie qui nous ressemble. Le syndrome du vendredi soir, ou alors seulement on a le sentiment d'exister. Ceux qui disent qu'ils aiment leur travail, cela ne suffit pas à supprimer ce qu'ils peuvent avoir de contraint et d'asservissant. C'est simplement qu'en ce cas, le plaisir l'emporte, ou que le métier exercé est une planque, donc un emploi ou une situation favorable et lucrative.
Il est vital d'apprendre à être un mauvais employé, à combattre toute forme de zèle qui est le moteur de l'aliénation. Nous avons peur parce que rien dans la vie ne semble acquis. La méthode de Spinoza est radicale. Elle demande de connaître par les causes et non par les peurs, de substituer la connaissance à la superstition, de remplacer la tristesse dans laquelle nous plonge l'incertitude par la joie de savoir. La religion est l'opium du peuple, un système de croyance dont la vertu est d'apaiser les souffrances et d'endormir les consciences. Toute croyance est une fuite hors de la réalité, une aspiration à des paradis artificiels, c'est-à-dire illusoires. Car croire est toujours se bercer d'illusions. Les fumeries d'opium n'ont pas pour fonction d'encourager l'action. Elles répondent à un unique besoin, celui d'être consolé. Le réel est ce qu'il est, telle est l'effroyable vérité. Mais croyances, utopies, mythes et idéologies sont autant de moyens à notre disposition pour nous en consoler. Les plaisirs nous parlent une langue qui ressemble à celle du bonheur, celle d'une vie où le corps et l'esprit savourent leur pouvoir, leurs capacités respectives et conjuguées à comprendre et agir. Le rire est un parfait exemple de cette jubilation, sans mélange, dont nous pouvons être capables et qu'il nous faut rechercher. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. L'ironie et le rire étant infiniment plus subtils que l'esprit de sérieux. Il faut savoir se nourrir de peu et le faire sien, en se fiant à son seul jugement. Ne pas tout ingérer et admirer, mais sous-peser et trier. Il y a plus d'intelligence à refuser et à se moquer qu'à approuver et pontifier. Être cultivé, c'est se moquer de la culture. C'est n'avoir pas d'idole. C'est non pas penser pour ou contre, mais seul. Les aliments culturels dont nous faisons provision le plus souvent ne nourrissent pas. Ils nous font l'esprit plus bouffi que bien rempli. On a trouvé la recette du bonheur. Il suffit de vivre au présent. Ce bonheur au présent, sans rien devant ni autour, est selon Nietzsche un bonheur de chèvre, d'animal de troupeau. Observe le troupeau qui paît sous tes yeux. Il ne sait ce qu'est hier, ni aujourd'hui. Il gambade, broute, se repose, digère, étroitement attaché par son plaisir au piquet de l'instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie, ni dégoût, que du bonheur. L'acceptation de la réalité est une tâche sans fin, et nul être humain ne parvient à se libérer de la réalité du dedans et de la réalité du dehors. Nous supposons que cette tension peut être soulagée par l'existence d'une ère intermédiaire d'expérience, art, religion, etc. Pour obtenir la preuve que l'existence a un sens, que le bonheur est possible, et que l'amour peut renaître, il faut aller au cinéma. Plus efficacement que la philosophie, qui, au contraire, cultive la défiance et le doute, les films nous permettent de renouer avec l'espoir.